Merci de rester avec nous pour la seconde partie de New World Forum. Nous parlons du climat sociopolitique à l'issue de la présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Notre invité pour cette seconde partie, c'est le professeur Charles Kondi Agba. Il nous fait l'honneur d'être au plateau de nouveau aujourd'hui. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes du parti Union pour la République. Tout à fait. Vous coordonnez le comité des sages. Oui, on appelle ça délégué national du mouvement des sages. Merci. Ça s'appelle le MSU, Mouvement des sages unis, et je suis le délégué national. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Une fois encore. Avant d'aborder le sujet pour lequel nous sommes là, le climat post-électoral, vous êtes docteur vétérinaire. Oui. Ancien ministre de la Santé. Tout à fait. Je ne voudrais pas passer à côté de l'occasion. L'occasion fait le larron. Le Togo a connu cette semaine son premier cas confirmé de Covid-19. C'est comme ça on l'appelle, le virus coronavirus. Oui. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est inquiétant? Écoutez, on peut le dire encore qu'il ne faut pas céder à la panique. Je connais une bonne partie de la population qui dit que c'est un virus pour les Blancs. C'est-à-dire que c'est la grippe de l'hiver. Nous n'en avons pas. Nous sommes toujours en bonne température ici. Et ça touche surtout les gens qui ont leur défense immunitaire un peu affaiblie, les gens âgés. Bon, ceci étant dit, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Santé et de ses partenaires, notamment de l'OMS, ont pris toutes les dispositions qu'il faut. Je sais qu'à nos frontières, particulièrement à l'aéroport, il y a le contrôle de température. Pour tous ceux qui arrivent et qui ont une température au-delà de 38 degrés, attention, alerte. Mais il faut rendre hommage à cette malade, celle qui a été dépistée. C'est une grande commerçante. Si vous suivez son parcours, en très peu de temps, elle était en Turquie, elle était en Allemagne, vous voyez. Et quand elle revient chez elle et qu'elle ne se sent pas bien, spontanément, elle va au CHU Campus pour se faire dépister. C'est vraiment, elle a un sens civique très élevé. Mais est-ce que le coronavirus, apparemment, c'est un vieux virus? Oui, bien sûr. Mais bon, vous savez, les virus mutent. La mutation. Un peu comme, plus simple, le plasmodium. Si nous n'arrivons pas à trouver des médicaments contre le paludisme, c'est parce que lorsqu'on va vers un vaccin, le parasite change. Vous recommencez à zéro. Alors ce coronavirus qui devient si virulent et qui tue beaucoup de Chinois et de Coréens, c'était un virus connu, mais qui a subi une mutation pour devenir plus virulent. Et comment se fait-il que la maladie a du mal à... Comment le dire comme ça, on va dire que c'est cynique, mais on a comme l'impression que ça se développe plus vite en Europe et ailleurs qu'en Afrique. Bon, c'est pourquoi j'ai commencé par ça. Le commun des mortels se dit que bon... Pas le commun des mortels, j'ai écouté quelques spécialistes dire aussi, s'interroger sur le fait que le virus, pour le moment, ne touche pas beaucoup les Africains. C'est pourquoi je dis, j'ai commencé par cela. Le commun des mortels, en tout cas, le bon nègre se dit, Dieu va nous protéger, nous sommes dans un pays chaud, et c'est en fait une grippe d'hiver qui c'est un peu compliquée. Est-ce que c'est faux? Est-ce que non, ça dans doit un être milieu un peu... chaud, est-ce que attendons ce virus... de voir. Nous allons commencer d'abord par maîtriser le premier cas qui s'est déclaré chez nous. Nous allons faire en sorte de trouver tous ceux avec qui elle a pu avoir des contacts et bloquer la maladie. Si par la grâce de Dieu, ça ne s'étend pas, on pourra continuer dans cette version pour dire non, nous sommes à peau noire, nous avons du soleil et le virus va être détruit par la chaleur. Mais attendons d'avoir maîtrisé ce premier cas. Donc, conclusion, pas besoin de céder à la panique. Non, surtout pas. Non, le ministère de la Santé, après toutes les dispositions, son partenaire, l'OMS, est avec nous. Il n'y a pas lieu de céder à la panique. Revenons donc à notre sujet, le climat post-électoral. Le président sortant Fagne Gnassingbe a gagné les élections haut les mains, officiellement en tout cas. Les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle le donnent vainqueur à 78%. C'est énorme, professeur Charles Kondi Agba. Comment vous interprétez ce chiffre? Si vous écoutez certains de nos compatriotes qui ont suivi la campagne, qui sont convaincus par ce que le président Faure a fait sur le terrain, beaucoup de nos compatriotes disent qu'il aurait pu avoir plus. Vous avez vu que les résultats provisoires lui donnaient 72.
Certains, bon, c'est vrai qu'ils sont de notre mouvance, disent qu'un chiffre de 80% n'aurait pas été scandaleux. Parce que ce chiffre dont vous parlez, ce sont les actions. Les actions du président Faure parlent pour lui. Les résultats obtenus sur le terrain et la campagne qui a été de très bonne qualité, qui a permis au candidat d'aller partout, expliquer ce qu'il a fait et dire ce qu'il va faire, tout cela a milité pour un chiffre comme celui-là. Il a progressé partout, même dans la région maritime, même dans Lomé, je pense que nous le redirons. Oui. Mais on aura l'occasion de reparler des reproches qui vous sont faits, notamment celui qui vous a précédé sur ce plateau, a évoqué beaucoup de situations. Qu'est-ce qu'il dit? on va en parler on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais quand vous voyez les résultats, ils sont très contrastés. Des villes vers les campagnes, du nord au sud. Comment se fait-il que le candidat est si contrasté dans les différentes régions du pays? Il n'y a pas de contraste que je sache. Je ne sais pas sur quel chiffre vous vous appuyez. Je vais vous donner les documents que voici. Quand vous partez des savanes, les autres candidats n'existent pas. Savane, Kara, c'est des chiffres de 86%, 94%. Savane, Kara, Centrale, tous les plateaux. J'ai dit les 12 préfectures des plateaux. Dagny, 69%, Ogou, 76%, Wawa, 77%. Les autres candidats n'existent pas du nord jusque dans les plateaux. C'est à partir seulement de la maritime et dans Lomé qu'on les voit apparaître. Mais comment vous l'expliquez que les scores dits soviétiques viennent seulement du fond du pays, non, du ce ne nord, sont pas des... où l'opposition a peu de contrôle sur les bureaux de vote? Pourquoi l'opposition a peu de contrôle? Non, je crois que vous leur faites injure là. Ils vont aux élections. Ils vont aux élections sans avoir le contrôle sur les bureaux de vote. Moi, je n'irai pas à des élections comme ça. Si je suis candidat, je prends les dispositions pour contrôler. Je vais rester à Lomé et puis attendre, bon, quel chiffre on va me donner. Non. Moi, ce n'est pas une excuse, elle n'est pas valable. Mais comment se fait-il que c'est là où l'opposition n'est pas très représentée que le président sortant a eu des scores très élevés? Parfois allant jusqu'à 99, 100%. Nous sommes dans le mot. Les habitants du mot savent ce que le président Faure a fait pour eux. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un pont sur la rivière Mo. Avant, pour arriver à Djarkpanga et à Tingassé, c'était très difficile. Nous avons désormais un très beau pont là-bas. Cela suffit pour que les populations se disent non. Nous avons notre bonheur avec le président Faure. Mais c'est l'État qui a réalisé ces infrastructures. Encore faut-il l'argent public. Encore faut-il le décider. Ceux qui étaient à l'Assemblée nationale étaient bien. Ils n'ont jamais milité pour des infrastructures comme ça. Mais celui qui en prend l'initiative et ceux qui le réalisent, les populations lui en sont reconnaissantes. C'est comme ça. Alors ces chiffres-là, ne dites pas que c'est des chiffres soviétiques. Les gens adhèrent à la politique du président. Ils reconnaissent le travail fait. C'est pour ça qu'ils votent pour lui. J'ai dit par ailleurs que quand ça doit être dans les années où j'étais ambassadeur, moi là-bas, quand Jacques Chirac a battu Le Pen avec 82%, personne en France n'a dit que c'était un score à la soviétique. Personne. Mais toutes les populations françaises se sont dit non. Entre Jacques Chirac et Le Pen, l'extrême droite, nous votons pour Jacques Chirac. Personne n'a dit que c'était un score à la soviétique. Les chiffres que vous voyez ici, je parle donc des plateaux jusqu'à l'extrême nord, ne dites pas que c'est des chiffres à la soviétique, c'est l'adhésion de tout un peuple à la politique du président Faure. Mais alors, si vous le voulez, allons dans la région maritime. Vous les avez. Dans la région maritime, le président Faure, si vous dites que c'est là que l'opposition est présente, si c'est seulement là-bas qu'ils ont souhaité contrôler les opérations, le président Faure gagne partout. Vous avez la région maritime, il gagne partout. Avec 64%, Aguéoumé 25%, Bamono 48%, Aguéoumé 40%. C'est seulement dans les lacs qu'Aguéoumé a 44,32%. Et le président Faure, 44,06. Vous appelez ça une victoire large, ça? Et encore, en 2015, le président Faure avait fait un score de 29% là-bas. S'il a progressé de 29 à 44, ça veut dire qu'Aguéoumé a pris les voix de Fabre. En réalité, Aguéoumé a battu Fabre.
Ce sont les voix de Fabre qu'il a prises pour avoir 44%. Oui, Nous sommes toujours dans la région. Même dans le bureau de vote de Fabre, Agbeyome l'a battu. Nous sommes toujours dans la région maritime. Yotor, regardez Yotor. Oui, Yotor, c'est Agbeyome qui a gagné. Le président progresse, il est à 36%, mais 38%. Les 56%, monsieur, c'est en réalité, nous connaissons. C'est parce qu'Agboibo ne se présente pas. Le Yotor, c'est le fief d'Agboibo. Nous savons, quand Agbeyome était avec nous au RPT, nous n'avons jamais pu percer là-bas. Quand Agbeyome présent des candidats, quand Ninevi, c'est aussi son fief président des candidats, quand Francis Ekon présent des candidats, mais Agbeyome n'a jamais rapporté quelque chose au RPT là-bas. Alors si vous le voyez aujourd'hui à 56%, c'est parce que justement ceux-là dont je viens de parler ne se sont pas présentés. Oui, mais dans le golf, le président de la République a été battu. Tournez la page. Oui, le président a été battu. Tournez la page. Nous sommes dans le golf. Commençons par Agonivé. C'est la banlieue populeuse. Oui. Le président Faure gagne à Agonivé. Vous êtes d'accord? Il gagne, les chiffres sont parlants. Mais dans le golf, allons-y. Golf 1. Nous sommes dans le noyau de baie. Vous comprenez? Si Agbeyome fait 69%, ce sont les voix de Fabre qu'il prend. Parce que le président Faure a fait seulement 8% en 2015. Si cette année fait 16%, il a progressé. Vous comprenez? Donc, le président Faure a progressé. Agbeyome a pris les voix de Fabre. Partout, vous voyez où il a gagné, en réalité, il a pris les voix de Fabre. Regardez Golfe 3, nous sommes à Doumassessé. Le président Faure gagne Doumassessé et à Dewi. Partout, même à Moutiévé, Kodjo, Konakwe, ça c'est vraiment le fief de Fabre. Vous le savez, c'est là-bas qu'il a sa mairie. Kodjo le bat, il a pris les voix de Fabre. Alors que nous progressons. Vous avez compris? Partout où vous dites que Agbeyome a gagné, en réalité, il a pris l'électorat de Fabre. Vous demanderez à Fabre, il vous confirmera. Oui? Mais la question que je posais demeure. Allez-y. Le président Faure n'est pas très populaire dans les villes. C'est là qu'il perd beaucoup de points. Or, ce sont dans les villes. Vous avez dit les villes? Oui. Pourquoi vous dites les villes? Lomé, bon. Prenons la capitale, Lomé. Dites Lomé. Oui, la mais capitale. Mais pas les villes, parce qu'il a gagné partout. Où les citoyens sont plus arrosés, ont beaucoup d'informations. Pourquoi c'est à ce niveau-là? Monsieur, vous êtes un journaliste et vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans notre Afrique et dans le monde entier. L'opposition est toujours présente dans les capitales. Allez à Conakry, allez à Ouagadougou. C'est dans la capitale que l'opposition est la plus présente. Ce n'est pas un cas propre à Lomé. Mais je vous dis que partout où vous êtes dans Lomé, dans tous les quartiers, le président Faure a progressé. Agbeyome ne fait que récupérer l'électorat de Fabre. Oui. On ne peut pas dire qu'il n'est pas populaire. Est-ce qu'on peut expliquer la victoire du président sortant aussi par les moyens disproportionnés que vous avez utilisés durant la campagne électorale? Vous ne pouvez pas dire cela. Ce n'est pas des moyens disproportionnés. Oui, les moyens, c'est disproportionné. Non, c'est des moyens c'est des moyens que vous vous donnez quand vous avez une politique à défendre. Quand je dis que je suis candidat, je me prépare pour cela. Je n'attends pas que la promesse faite par l'administration tombe. Vous comprenez? Donc, le président Faure a préparé sa campagne. Je vous l'ai déjà dit une autre fois. Il n'a pas attendu les 14 jours pour se mettre en branle. Depuis que nous avons décidé d'aller aux élections législatives de décembre 2018, nous étions déjà dans la mouvance de la présidentielle. Gagner beaucoup de députés, nous implanter sur le territoire, gagner beaucoup de mairies, élargir notre assise sur le territoire et enfin aller à la présidentielle. Donc les moyens dont vous parlez ne sont pas disproportionnés, ils sont conséquents. Parce que quand je vais à cette bataille-là, je me prépare pour. Oui, mais est-ce que vous avez utilisé aussi les moyens de l'État? C'est le reproche que vous font vos adversaires. Nos adversaires n'ont pas pu produire une seule preuve de cela. Parce que la première chose que nous nous sommes dit au quartier général là-bas au siège, vous qui êtes des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, on ne veut voir personne utiliser les véhicules de l'État pour sa campagne. Nous avons nos véhicules personnels. Si l'adversaire a pu filmer ou photographier un seul véhicule dans les meetings, qu'il fasse état de cela. Et on pourra discuter. Mais dire que nous avons utilisé les moyens de l'État sans en apporter la preuve, ça rejoint tous les griefs qui ont été portés à la Cour constitutionnelle et qui n'ont pas été prouvés.
quel rôle le fichier électoral a joué dans cette victoire? On se rappelle que ce fichier a été constitué au départ en l'absence de l'opposition qui avait appelé au boycott. Monsieur les journalistes, ne dites pas en l'absence. Ne dites pas en l'absence. Quand on dit aux gens d'aller chercher leurs cartes et que des leaders de politique leur disent de ne pas aller, quand Mme Brigitte Adjamagbo dit de la CDPA, ils étaient ensemble avec Fabre, ne prenez pas vos cartes. Tant que nous ne sommes pas à la CENI, que personne n'aille prendre sa carte. Après, on en paye le prix. Oui, donc ne dites pas que... S'il vous plaît. Lors du recensement, il y avait un dialogue où la question de la recomposition de la CENI était sur la table. Donc cette question n'a pas encore été vidée. L'opposition avait estimé qu'il n'était pas opportun de procéder à un recensement électoral. Le prix. Pendant cette discussion-là, nous avons été jusqu'à partager la CENI en deux, 8-8. Est-ce qu'ils sont venus siéger? Ils ne sont pas venus pour autant. Alors, le fichier, tel que nous l'avons utilisé, il a été audité par deux structures que vous ne pouvez pas mettre en doute. Oui, l'OIF... Les autres mettent en doute la Non, l'OIF et la CEDEAO ont audité ce fichier et l'ont trouvé conforme aux normes. S'ils ne sont pas contents de cet audit-là, alors vraiment, je ne sais pas vers qui ils vont aller pour enfin accepter. Non, la faute est ailleurs. Dans nos traditions, on dit, lorsque vous courez, vous butez et vous tombez. Ne vous en prenez pas à l'endroit où vous êtes tombé. Prenez-vous à l'endroit où vous avez buté. C'est parce que ces messieurs, dames ont dit à leurs militants, n'allez pas chercher les cartes. Ne vous inscrivez pas. Après, quand vous avez quelques gens qui sont autour de vous dans les meetings, mais qui n'ont pas de carte, mais avec quoi ils vont aller dans les bureaux de vote? La faute était là-bas. Professeur Kondiagbo, on va aborder maintenant la contestation des résultats. Oui. Une fois encore, une élection au Togo est contestée. Oui. Vous en êtes navré? Il y a très peu de pays en Afrique, il y en a quelques-uns, mais très peu où, au soir des élections, le vaincu appelle le vainqueur pour le fêter. Il y en a très peu. Même si en Gambie, Yaya Jammeh avait tout de suite reconnu sa victoire, vous savez bien qu'après, il s'est rétracté et ça a donné tout ce que vous savez. Donc, ce n'est pas dans la culture africaine d'accepter sa défaite. Ce n'est pas dans la culture africaine d'accepter. Ça se fait dans les pays anglo-saxons, au Ghana régulièrement. J'ai dit qu'il y en a très peu. Donc, dans le très peu, là, vous pouvez citer le Ghana. Mais pourquoi ici... c'est seulement dans les pays francophones? Oh, je ne sais pas. Je ne vais pas accuser le colonisateur français pour ça. Parce que si vous dites pays francophone, ça remonte jusqu'aux Gaulois, vous voyez. Non. Je pense que les gens sont des mauvais perdants. Ils sont mauvais perdants. Au lieu de prendre conscience de ce qui a manqué, de ce qui était une faute, et de se préparer pour la prochaine, on reste là à tergiverser, à pleurer sur l'air répandu, et puis on perd du temps au lieu de se préparer pour la prochaine. Ce sont de mauvais perdants. Vous avez certainement écouté celui qui était à votre place. Je suis arrivé un peu en retard, mais dites-moi. De cette première partie, il estime que vous avez usé de fraude massive pour gagner les élections, que leurs représentants dans les bureaux de vote ont été violentés sur le terrain, parfois en présence des forces de défense et de sécurité, que les procès-verbaux ont été déchirés, donc du coup, que les résultats ne sont pas crédibles. Non, tout ça là, je mets ça dans le même panier et moi je dis que ma petite personne est trop en dessous de la Cour constitutionnelle qui a reçu ces griefs-là, qui les a analysés et qui les a rejetés. Qu'est-ce que vous voulez que moi j'ajoute à cela? La Cour constitutionnelle a reçu ses griefs. La Cour constitutionnelle a dit qu'elle avait ses propres observateurs dans les centres de vote. La Cour constitutionnelle dit ça. Nous avions, sur toute l'étendue du territoire, des gens venus observer, qui ont tous fait des rapports qui ne signalent aucun de ces incidents-là. Alors, quand même. Ils sont 6 adversaires contre le candidat fort. Et tous les 6 sont les bras croisés pendant qu'on vide les représentants du tel ou tel autre. Ce n'est pas crédible. Ou alors, dites-moi que dans tous les bureaux de vote, l'opposition n'a présenté aucun observateur. Mais pourquoi aller aux élections dans des conditions comme ça? Pourquoi aller aux élections où je n'ai pas un droit de regard? J'ai la possibilité... Comme vous étiez sûr de votre victoire et que vous savez que l'opposition conteste régulièrement, est-ce qu'il ne vous revenait pas d'aider l'opposition à être présente dans les bureaux de vote? Comment l'aider en quoi? Oui, mais
ils estiment qu'ils ont été chassés dans les bureaux de vote en prenant toutes les dispositions pour la transparence du scrutin. L'État a dit qu'on prenait en charge tous les observateurs. Mais les fonds n'ont pas été décaissés jusqu'à ce jour. Même les fonds de campagne publics promis aux différents candidats. Gilles Bokor. Le professeur Goguet estime qu'ils n'ont pas encore. Gilles Bokor, vous êtes Togolais comme moi. Vous connaissez un peu de l'administration, même si vous êtes un privé. Dans l'administration, il y a ce qu'on appelle le service fait. Quand on vous dit que vous avez des observateurs pour vos élections, allez les recruter et mettez-les en place. Quand ils auront observé, vous en faites la liste et on paye. Mais on ne paye pas à l'avance. Vous ne pouvez pas venir avec une liste de 9000 gars et dire voilà, ceux-là seront mes observateurs, donnez-moi de l'argent pour que je leur donne. C'est pas comme ça que l'administration fait. Qu'en est-il du fonds de campagne? C'est la même chose. La Cour constitutionnelle a reçu ce greffe, a conclu, mais si on avait donné à l'un Kodjo et qu'on n'a pas donné à l'autre Kofi, on aurait pu dire qu'il y a eu injustice. Aucun d'eux n'a reçu de fonds. L'État a dit, je vous garantis à chacun 300 millions divisé par 7. À partir de là, je prends mes dispositions. Ne faites pas cette querelle-là, ça fait sourire tout le monde. Alors, vous aussi, vous êtes dans la catégorie des personnes qui disent que ces candidats devaient recevoir les 42 millions avant de se lancer dans la campagne? Non. C'est des griefs que la Cour constitutionnelle a rejetés d'un revers de main. Mais finalement, est-ce que l'environnement institutionnel de l'organisation de cette élection, organisation et proclamation des résultats, est-ce que cet environnement inspirait confiance, notamment aux 6 autres candidats de l'opposition? Nous avons eu une CENI un peu déséquilibrée en faveur de démonstration par l'absurde. Démonstration par l'absurde. Dès l'instant qu'ils s'inscrivent, qu'ils payent leur caution pour aller aux élections, ça veut dire qu'ils ont un minimum de confiance dans ces structures-là. Nous n'en avons pas d'autres en tout cas. Nous n'en avons pas d'autres. C'est parce qu'ils connaissaient la CENI. Mais Adi a bien un représentant à la CENI, que je sache. Adi a un représentant à la CENI, oui ou non? Si vous avez un représentant... On a envoyé en mission à l'étranger lors le jour du scrutin. Comme ça. Et il est parti, il a accepté de partir. Il a préféré la mission à regarder ce qui se passe pour son père. Bon, vraiment, seulement, il ne fallait pas l'envoyer en mission. Non. Les structures, les institutions qui ont patronné, qui ont conduit, inspiraient forcément confiance puisque, messieurs, les candidats ont bel et bien battu campagne et se sont présentés devant ces institutions-là. Oui. Maintenant, Guillaume Kodjo, que vous connaissez très bien, je connais bien. Il a gagné les élections. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, je n'ai pas à lui dire. Nous tous, nous regardons la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit, bon, tu as un certain nombre de griefs. Tout ce que tu as dit là, c'est faux. Tu n'apportes aucune preuve. Et la Cour constitutionnelle sort des chiffres qui donnent le président Faure gagnant largement. 7 Togolais sur 10. 70%. Donc, ce qu'Agbeume dit, c'est... Non, il s'agite pour rien. Il s'agite pour rien. Que pensez-vous de sa méthode? Il est très offensif. Déjà le soir du scrutin, le 22 février, il a estimé qu'il a gagné les élections. Il est allé même jusqu'à nommer un Premier ministre et promet former bientôt un gouvernement. Écoutez, je ne peux pas me prononcer sur le mode de protestation de Guillaume Kodjo. Il est suffisamment responsable. Je l'ai connu Premier ministre, je l'ai connu président de l'Assemblée nationale. Je sais qu'actuellement, il est député à l'Assemblée et même président d'une commission, la commission de la défense. Il connaît le droit. Maintenant, vous dites que c'est le soir du scrutin qu'il a déclaré qu'il avait... Non, il a dit ça avant. Il a dit 2 ou 3 jours avant, si vous sortez à 6 h du matin, que vous êtes déjà dans le bureau de vote pour voter, à midi, je vous amène la victoire. Il a dit ça. Tout le monde s'est étonné. À midi, on n'a pas encore fermé les bureaux de vote. Comment lui, il peut déjà dire qu'il va amener la victoire? C'était déjà suspect. De la même manière, vous aussi, vous avez clamé votre coup KO avant le scrutin. Mais ça, attention, ça c'est une campagne, ça c'est dire que nous nous préparons à vous. Et nous avons pu justifier le coup KO. Vous avez vu, non? Il était vraiment KO. Oui, Gilles, je vous écoute toujours. Oui. Donc, oui. La contestation des élections par Guillaume Kodjo, est-ce que vous ne craignez pas que cela débouche sur une crise majeure? Non, il n'y en aura pas. Cette fois-ci, certainement pas.
je vous ai dit sur ce plateau, ces élections ont été préparées dans de très bonnes conditions. Les autres années, je parle de 2010, je parle de 2015, l'atmosphère sociale n'était pas des meilleures. Grève dans le secteur de la santé, grève dans le secteur de l'éducation. Cette année, nous étions tous décidés à voter dans le calme. C'est ce qu'on a fait. Et comment allez-vous gérer le cas Agbeyomi? Non, mais écoutez, Agbeyomi doit se ranger, puisque qui est-ce qui proclame les résultats définitifs? C'est la Cour constitutionnelle. Ou alors, je vous amène alors dans le traditionnel. Quand vous êtes candidat dans votre canton là-bas pour être chef canton, vous ne vous proclamez pas chef canton tout seul. Ce sont des notables qui vous mettent chef canton. C'est comme ça qu'on vous reconnaît. Mais tout seul comme ça, dire je suis président, je suis président, bon, on attend de voir. J'attendais la formation de son gouvernement. Ouais, non, il n'a qu'à si faire. Vous consultez, est-ce que vous ferez partie de ce... Non, j'ai déjà dit à Agbeyomi que je suis catholique, je ne vote pas pour lui, je ne vois pas pourquoi il me prendrait. Encore qu'il a trouvé un Bassar pour nommer Premier ministre, il est vrai que celui-là a quitté le pays depuis des années. Il est au Canada. À Bassar, même beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Mais bon. Monsieur Najombe, en l'occurrence. Absolument. Oui, allez-y, on ne riez pas. Se mêle à cette contestation de façon virulente. L'ancien archevêque de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Pojro, il a appelé vendredi à la mobilisation générale. Il a appelé tous les Togolais à se lever contre cette victoire volée. Que pensez-vous? Bon, vous savez, Monseigneur Pojro, comme c'est un homme d'église et que je suis de cette religion-là, nous n'aimons pas beaucoup taper sur lui. Bon, il est un peu vieux. Il est fatigué, il a une rancune contre, je peux appeler ça le clan Nyasingbe, et tout le monde sait comment ça s'est passé depuis qu'il a été proposé évêque à Takpame, comment ça s'est passé à l'église Saint-Augustin d'Amoudjeve. On peut considérer qu'il a gardé une dent contre Nyasingbe et contre Fort, son fils. Nous l'avons d'ailleurs constaté, moi j'étais dans cette salle-là, nous l'avons constaté à la conférence nationale. J'y étais. Nous savons comment Pojro s'est comporté. Donc, on connaît, on sait. Alors, un prêtre qui s'engage autant dans la politique, à tel point que les gens disent, mais je crois que si l'archevêque avait créé un parti et qu'il s'était présenté, il aurait peut-être fait meilleur score que Agbeyomi. C'est parce que c'est ça, c'est la, comment ils appellent ça, l'initiative ou comment ils appellent ça? L'initiative Pojro. Non, c'est pas l'initiative, il y a un autre terme. Il y a un autre terme. En tout cas, l'aura de l'archevêque Pojro a joué favorablement pour Agbeyomi. Sinon, lui-même, il ne peut pas faire un score comme ça. Mais que faire maintenant de cette situation? Parce que vous ne craignez pas que ça devienne... Je répète que nous ne craignons pas. Que ça fasse tache d'huile. Non, je répète que nous ne craignons pas. Mais nous avons des institutions dans ce pays. Nous avons une cour constitutionnelle, la plus haute juridiction, a déjà tranché le problème. Elle ne va pas revenir en arrière. Ceux qui se sont plaints ont cité des griefs qu'ils n'ont jamais pu prouver. Nous avons dépassé ce stade-là. Non. Il n'y aura pas de crise post-électorale. Si on veut créer une crise, c'est une fausse crise dans laquelle on ne va pas nous entraîner. L'opposition réclame la vérité des urnes, demande que vous rouvriez les urnes pour compter bureau de vote par bureau de vote les résultats. Est-ce que vous êtes disposé à faire cet exercice qui va faire la lumière sur ces résultats? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous savez, quand vous êtes dans une période électorale, dans le bureau de vote, j'y étais. Je prends l'exemple de Kabou que je connais bien, c'est là-bas que je vote. À 16h, on ferme le bureau de vote et on commence à compter. Le décompte est public. Même les gens qui ne sont pas du bureau de vote peuvent venir aux fenêtres et regarder. Les résultats sont inscrits au tableau. Vous pouvez les photocopier. Ces résultats inscrits au tableau sont portés sur un procès verbal. Le procès verbal est multiplié en autant de membres qu'il y a dans le bureau de vote et signé de tous les membres du bureau de vote. Ce sont les procès verbaux qui font fonction de preuve. On ne va pas retourner aux 9600 urnes pour se mettre à les compter. Mais pour la vérité, pour la manifestation de la vérité. Les procès verbaux. Ce sont les procès-verbaux. Oui, le professeur Gogo, à votre place, a estimé tout à l'heure que les procès-verbaux ont été trafiqués, falsifiés. Comment les procès-verbaux ont été trafiqués? Où sont leurs représentants? Chassés parfois. Comment ça? Alors donc, le parti Unir est tellement fort
que les 6 représentants des 6 autres partis, un seul représentant de unir les chats, tous les 6. Vous croyez ça, vous? Vous croyez que le représentant d'unir un Hercule, lui tout seul, vide le bureau de vote pour être seul? C'est faux. En tout cas, la Cour constitutionnelle a dit en noir et blanc, nous l'avons tous entendu, qu'elle avait elle-même ses propres observateurs dans les centres de vote. Les observateurs africains qui sont venus d'ici et d'ailleurs ont aussi regardé nos centres de vote. Aucun d'eux n'a signalé ce que vous dites là. Mais pour la manifestation de la vérité, si oui. Vous êtes sûr de votre victoire, oui. Est-ce qu'il ne faut pas accepter cet exercice? Non, on ne va pas le faire ça. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Où ils étaient, eux? Oui, mais une perte de temps qui va prouver finalement à tout le monde ce qui s'est passé, non? Non, une perte de temps, pourquoi? C'est comme si vous me reveniez à ce fameux problème, publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Vous savez ce que ça va prendre comme temps? 9600 et quelques bureaux de vote. Même si on ne prend qu'une minute pour dire préfecture de Bassar, canton de Kabou, bureau de vote EPP Kabou 1, inscrits, votants, bulletins nuls, ont obtenu. Vous prenez, je vous dis, 1 minute par candidat. Vous allez passer 6 jours à réciter ça. 6 jours sans dormir et sans manger. Hein. Vous comprenez? On ne peut pas... publier les résultats vote par vote, ce sont les procès-verbaux. Que chacun d'eux sorte les procès-verbaux que leurs observateurs ont obtenus en quittant le bureau de vote. C'est avec ça qu'on va travailler. Oui. Certains ont parlé même d'un échantillon qu'il faut prendre et vérifier pour voir si effectivement les bulletins contenus dans les bureaux de vote correspondent aux procès-verbaux qui ont été produits. Nous ne sommes pas dans des calculs de probabilité ici. Ce qui a été fait dans chaque bureau de vote, tel que moi je les connais, il y avait au maximum 430. Oui, mais refuser cet exercice, est-ce que ce n'est pas... Le code électoral dit comment se font des élections. Ce que vous dites là n'est pas inscrit dans le code électoral. Ce n'est pas contre le code électoral non plus. On n'a pas cédé à ça. Non. Mais professeur, ce n'est pas contre le code électoral. Mais je te dis qu'on ne peut pas céder à ça parce que ça fait perdre du temps. La Cour constitutionnelle ayant constaté l'inexistence des preuves des griefs qui ont été soumis, il faut travailler, il faut se mettre au travail. Non, les autres ne demandent pas la remise en cause des résultats, mais la manifestation de la vérité. Vous ne pensez pas la que manifestation pour vider de la ce contentieux électoral... Ce n'est pas un contentieux, ça. La manifestation de la vérité, c'est de dire, nous voici nos procès-verbaux. Ils ne correspondent pas à ceux que vous avez publiés. Et on compare, puisqu'il y avait plusieurs personnes dans le bureau de vote, ceux que vous avez, sortez-les. Et on compare les procès-verbaux. Ah, celui-là, effectivement, est un faux procès-verbal. Mais tant que ce sont les procès-verbaux qui ont été transmis au CELI, que des juges qui sont présidents de CELI ont transmis à la CENI, que la CENI a compilé, nous sommes dans notre droit. Non, on n'a pas cédé à ce genre d'exercice-là, prendre un échantillonnage, on n'est pas dans un calcul de probabilité. La réalité, la vérité des urnes, c'est celle que la Cour constitutionnelle a constatée. Ça chemine-t-on vers une nouvelle crise électorale? Je vous ai déjà dit non. Nous avons tellement... Mais il y a des appels à manifestation. Est-ce que vous avez... La première mobilisation a été étouffée. Est-ce que vous constatez... Gaz lacrymogène, certains ont été violentés. Mon frère journaliste, oui. Quand l'archevêque Podjoro fait sa déclaration, ça doit être daté déjà jeudi. Combien de gens vous avez vus dehors? Les gens ne sont pas, ils ne perdent pas leur temps à ça. Ils ont constaté la réalité de ce qui s'est passé. Ils peuvent faire plusieurs déclarations, personne n'a le temps à perdre à ça. Nous avons du travail à faire. Le président Faure nous a mis sur plusieurs axes. Si nous voulons vraiment que ce pays se développe, on ne va pas faire crise électorale sur crise électorale. Surtout, on ne va pas en inventer une. Non. Donc vous allez laisser le chien aboyer. Et la caravane va passer. Donc pour vous, il n'y a pas un plan de gestion de ce contentieux électoral. Certains évoquent la possibilité d'ouvrir le gouvernement à tout le monde, faire travailler toutes les compétences. Non, on évoque aussi la possibilité d'un nouveau dialogue politique. Oh là là là, surtout pas dialogue politique. Vous voyez le temps que ça perd. Le dernier dialogue, parlons-en, j'y étais. Et j'ai pris la parole à plusieurs reprises dans ce dialogue. Quand la CEDEAO est venue s'asseoir avec le président ghanéen, le président guinéen, nous avons été à ce dialogue jusqu'au bout. Une feuille de route est sortie. Est-ce qu'ils l'ont appliquée? L'opposition l'a appliquée.
Tout ce qui a été dedans, ils l'ont rejeté. À commencer par la date de l'élection Vous et avez rejeté beaucoup de choses aussi. les législatives. Oui, les réformes auraient dû être faites avant les législatives. Elles ont été faites, oui ou non? Après les législatives. Oh, et les réformes prescrites par l'expert de la CEDEAO n'avaient pas respecté les... Non, l'expert de la CEDEAO ne nous impose pas des réformes. Il donne un cheminement et Vous n'avez pas suivi ce cheminement. On n'a pas obligé de prendre... a été jeté à la poubelle. On n'a pas besoin de prendre mot à mot ce que l'expert de la CEDEAO... Non, on n'est pas obligé. Et la preuve, c'est que les présidents de la CEDEAO qui ont patronné ça n'ont rien trouvé à redire. Non. Alors, vous m'avez parlé d'ouverture du gouvernement, mais ça, c'est pas nouveau. On ne va pas imposer ça au président Faure. Il le fait spontanément, ça. Moi, j'ai été dans un gouvernement avec le président Faure où le Premier ministre était un opposant. Edem Kodo a été d'abord Premier ministre ici. Agboibo a suivi. Oui, et ils ont amené des ministres de leur parti. Donc, le gouvernement était de large union. Le gouvernement comportait des gens de l'opposition. Et je me plais d'ailleurs à dire que, dans certains cas, certains de ces ministres étaient de très bons ministres. Je cite toujours avec une nostalgie le ministre Hébor Georges. Hébor Georges venait du CAR. Il a été ministre de la communication. C'était un très bon ministre. Mais depuis quelques années, on a constaté un revirement, un recentrage vers le parti, le noyau du parti. Les anciens sont revenus et cette forme d'ouverture tend à disparaître. Non, ça dépend. Si vous ouvrez à des gens qui veulent bien l'ouverture. Si vous avez fait une ouverture, que quelqu'un ne veut pas passer par celle-là, mais veut passer par une autre, vous refermez l'ouverture. Absolument. C'est vous qui avez gagné les élections. Vous n'êtes pas obligé. Quand vous avez gagné les élections, vous faites le gouvernement qui va vous permettre d'appliquer le programme que vous avez promis à la population. Voilà comment ça se fait. Donc, pour conclure, il n'y a pas de crise électorale, il n'y a pas de contentieux électoral. Il n'y en a pas. Pour nous, à unir, nous ne voyons pas où est la crise électorale. Nous ne voyons pas où est le contentieux. Un contentieux qui a été vidé dès les premières minutes de la réunion de la Cour constitutionnelle. C'est notre plus haute juridiction. Monsieur Boko. Et pour terminer cette émission, maintenant, on va évoquer l'alternance. C'est vrai, la demande de l'opposition, son espoir, c'est de vivre l'alternance en 2020 par des réformes qui devaient être opérées. Vous avez parlé de ces réformes. Certaines ont été exécutées. Malgré tout, le président sortant a été réélu. À quand l'alternance? C'est la question fondamentale. Non, mais l'alternance ne se décrétera pas. De deux, sur ce plateau, je vous l'ai déjà dit une fois, mais vous avez ri. Il y a des gens qui attendent l'alternance. Nous sommes déjà dans l'alternance. Quand le président Eyadema disparaît et qu'une autre personne gouverne, c'est ça qu'on appelle l'alternance. Maintenant, l'alternance où tout un système doit quitter pour que l'autre, c'est pas par décret qu'on le fait ça. C'est le travail qui le fait. C'est aller vers les populations. C'est fini par les convaincre que voici ce que je propose, voici ce que je vais faire et que les populations vous suivent. Tant que les populations ne vous suivront pas, elles ne voteront pas pour vos propositions. Mais il y a aussi l'alternance provoquée. Provoquée par? Allez-y. Provoquée par le contexte international, on va dire, même sous-régional. Vous avez suivi la dernière fois le président ivoirien Alassane Ouattara dire qu'il ne fera pas un troisième mandat. Au Bénin, le président Talon a promis un seul mandat. C'est son droit. C'est son droit au président Ouattara de dire ce qu'il veut. C'est son droit. Encore que tout le monde le voyait aller vers ce troisième mandat, si à un moment donné il décide de ne pas y aller, c'est son droit ça. Mais ce qui se fait en Côte d'Ivoire ne s'impose pas aux Togolais. Pourquoi vous voulez que ça s'impose aux Togolais? Vous me dites que le Bénin a dit qu'il va faire un tel mandat. Attendons de voir. Vous me dites quoi? Le Gambien a dit je ne ferai que 3 ans sur les 5 qui me reviennent. Et puis quand les 3 ans sont arrivés, il ne part pas. Il s'est créé là-bas un mouvement qui dit 3 years Jotna. 3 years c'est en anglais, ça veut dire 3. Jotna en Wolof, c'est la langue qui parle là-bas, la même que nous aussi on a parlé à Dakar. Ça veut dire 3 ans sont arrivés. On lui dit de partir, il ne part pas. Donc, ne prenez pas les paroles jetées comme ça. Mais le président Macky Sall, qu'est-ce qu'il a dit?
Le président Macky Sall a dit, le mandat est de 7 ans. Mais dès que moi je viens, je ne ferai que 5 ans. Mais la Cour constitutionnelle a refusé. Ah, il s'est refusé. Il a dit, bon, moi je voulais bien partir, mais la Cour constitutionnelle... professeur Kondiagba, mais voyez le contexte international. Non. La sous-région, par exemple. Le contexte international, c'est de respecter les textes qui gouvernent le pays. Et le président Faure, il va commencer son premier mandat, là, je suis persuadé que... Le quatrième. C'est le premier. Le quatrième. C'est le premier. Dans la constitution que nous avons modifiée, tous ceux qui sont partis à la compétition ont cherché un premier mandat. C'est le premier mandat que le président Faure est en train de faire là. Et il faut compter ça comme ça. Le bruit court que même Alpha Condé en Guinée a estimé qu'il ne fera pas un troisième mandat. Vous pensez que vous pourrez résister pendant longtemps? Le bruit court, si ce n'est qu'un bruit, alors attendons. Parce que justement, si les Guinéens sont tout le temps dans la rue, c'est parce qu'ils se disent que si Alpha Condé arrive à modifier sa constitution, la jurisprudence va jouer. Dès que la constitution est modifiée, vous avez des mandats. Vous ne craignez pas d'être isolé finalement? Non, nous ne craignons pas ça. Pourquoi? Tant que nous ne violentons pas les textes, tant que les textes que nous utilisons sont ceux-là qui sont prescrits et que nous sommes dans les textes, il n'y a pas de raison de... Non, pas du tout. Vous disiez tantôt que le président actuel est en train de faire son premier mandat après 3 mandats. Est-ce que vous insinuez qu'il ira à un 5e mandat? Ou à un deuxième, selon. Voilà, vous comptez, vous, comme vous voulez. Moi aussi, je compte comme je veux. Écoutez, je vais le dire de façon très claire en articulant. Parce qu'on m'a déjà reçu sur une chaîne et puis ça a fait des polémiques. J'ai dit que tel que les choses se présentent, la Constitution étant modifiée et le président Faure ayant pu faire un premier mandat, lorsque nous allons arriver en 2025, s'il le veut, si Dieu lui porte santé, s'il se sent encore capable, et s'il le veut, parce que même pour ce mandat-ci, ce sont nous, les militants du NIR, qui l'avons travaillé pour cela. Nous le lui avons demandé du nord au sud. Il a fini par dire, bon, très humblement, j'accepte d'être votre candidat. Quand le moment viendra, on verra. N'oubliez pas que vos auditeurs disent bien, s'il le veut. Agba Kondisha n'a pas dit qu'en 2025, le président Faure va se présenter. Non, je ne peux pas le dire ça. Je ne peux pas le dire. Nous avons mis tellement de chantiers en place qu'il y a du travail à faire. À partir de 2020, il y a beaucoup de choses à faire. Dans tous les sens. On va faire ça d'abord. 2025 a le temps d'arriver. Et qu'est-ce que les sages vont proposer au président? Qu'il continue ou qu'il se retire? Les sages vont lui dire, Monsieur le Président, au cours de la campagne, avec vous, voici ce que nous avons dit aux populations. Nous allons nous attacher à réaliser cela. Voilà ce que les sages vont lui dire. Je parle de 2025. Attendez que 2025 arrive et je répète encore une fois. Si le président Faure se porte bien, si le président Faure le souhaite, il pourra être candidat pour un deuxième mandat. Si. OK? C'est très clair. Boko. Je vous écoute, Boko. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. D'être passé dans cette émission. Oui. Donc, on vous souhaite bonne célébration, c'est ce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Nous attendons maintenant l'investiture officielle et puis on se met au travail. On a même déjà commencé ça. Vous avez vu, ils ont déjà tenu un premier conseil des ministres. Hein. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a tellement de choses à faire. On ne va pas perdre du temps à une pseudo-crise post-électorale là où il n'y en a pas. Qu'est-ce qui va changer pour ce nouveau quinquennat? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle innovation vous souhaitez que le président... Beaucoup de choses ont été dites pendant la campagne, qui sont en réalité des ajouts à ce qui a déjà été commencé. Que Allah nous porte bonne santé et vie pour qu'on puisse faire au bout de la corde où nous sommes arrêtés du nouveau. Oui, beaucoup de promesses, notamment votre hôpital Saint-Pélégrin. Et... Non, mais lui il est en train de sortir de terre. Hein. Il ne faut pas rire de l'hôpital Saint-Pélégrin. Non, je n'arrive pas. Ah bon, le principal là-bas, allez voir, la fondation est costaud et bientôt vous allez voir les blocs préfabriqués qu'on va juste implanter. Non, vous allez voir. Invitez le ministre de la Santé, il va vous expliquer en long et en large le système
de l'hôpital Saint-Pélégrin. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez donner un conseil à l'opposition? Comment peut-elle se prendre pour réaliser l'alternance? Alors donc, comme moi, vous êtes sage, moi qui suis du parti ONI, je vais dire à l'opposition ce qu'elle doit faire pour nous battre. C'est bien ce que vous voulez dire? Ils n'ont qu'à aller sur le terrain et expliquer ce qu'ils veulent faire pour cette population. Quand vous regardez les chiffres et que vous voyez que depuis Thiévier jusqu'à Dapango, le président Faure a gagné. Tout ça. Il faut pas, le Togo ne se limite pas à Lomé. Il ne suffit pas de rester à Lomé pour dire que... non, les gens des profondeurs ne sont pas des bêtes. C'est seulement pendant les 14 jours de la campagne que vous vous rappelez enfin que nous existons pour venir nous voir. Ce serait déjà un premier pas. Voilà. Il se dit qu'au sein de l'opposition, vous n'avez pas encore trouvé celui qu'il faut pour diriger le pays. C'est pour ça que vous y êtes. Est-ce que vous avez entendu déjà? Non, je n'ai jamais entendu ça. Non, quand vous créez un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et le conserver. Le parti uni ne va pas faire ça. Ah bon? Le parti uni qui est au pouvoir cherche maintenant dans l'opposition qui va bien venir nous remplacer. Non, vous ne pouvez pas donner du crédit à des choses comme ça. Vous, le grand journaliste, non, ça n'existe pas ça. Quand l'opposition se sera bien préparée, elle ne va pas nous demander notre avis pour prendre le pouvoir. Hein? Les populations vont voter pour eux et puis... voilà. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Bon, c'est un plaisir partagé, absolument. Fidèles téléspectateurs, nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt. Merci.